Bonjour à tous, deuxième partie où l'on va parler des mots, de leur sens et de leur charge sémantique dont je prétendais à la fin du module numéro un qu'ils en sont dépourvus. Ce qui a dû peut-être un peu vous choquer. Je vous renvoie au premier module que je vous conseille de regarder avant celui-là. Le deuxième travail que vous allez devoir effectuer en tant qu'écrivain, c'est départir de la charge sémantique du langage pour ne pas qu'elle devienne une prison. Ce que j'entends par là, je vais vous le faire passer avec un petit exercice de théâtre et de voix. Les mots n'ont absolument aucune charge sémantique en eux-mêmes. Tout dépend de l'intention qu'on va leur donner. Pour le comprendre, ça, le comprendre au sens étymologique, c'est-à-dire l'avoir en soi. Il ne s'agit pas de le comprendre cognitivement pour ensuite le poser sur le papier, pour nuancer le vocabulaire, sachant qu'on a de la marge, et que bleu ne veut pas forcément dire bleu. Bleu peut vouloir dire plein de choses. Bleu peut être la cuisson d'un steak, bleu peut être le ciel, bleu peut être la couleur d'un uniforme, bleu peut être turquoise, bleu peut être un novice dans l'armée. Voilà, c'est un exemple improvisé qui vaut ce qu'il vaut, mais vous comprenez l'idée. Oui, d'accord. Ça, c'est l'approche intellectuelle, l'approche presque trop écrivain. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est un petit exercice de théâtre avec moi, qui est d'apprendre à votre corps à dire certaines choses pour vous rendre compte à quel point vous avez associé un type d'attitude et de sentiment à ces mots-là, en figeant le tout comme un ensemble homogène, alors que d'autres combinaisons sont possibles, pour vous départir de la charge sémantique. Et pour faire ça, il faut vivre en vous-même les préjugés que vous avez mis dedans. Parce que sinon, c'est comme si je vous disais, ne pensez pas à la couleur rouge ou tenez-vous droit. Ça marche jamais. Il faut au contraire aller à fond dans cette erreur pour s'en départir. Et c'est très simple. Vous allez le voir avec une autre phrase que je vous donne, que vous allez essayer à la maison. Merci beaucoup. Vous allez dire merci beaucoup en pensant à un de vos personnages qui dit merci beaucoup à un autre. Donc il peut le dire de plein de façons différentes. Il peut le dire de manière déférente, obséquieuse, ironique, soumise, emphatique, tout ce que vous voulez. Et vous allez entraîner votre corps. Merci beaucoup, oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah bah merci, merci beaucoup. Vous allez en faire plein des différentes et vous allez habituer votre corps à dire merci beaucoup. Et une fois que vous aurez fait ça, pendant 5 10 minutes, votre corps va être dans une énergie, votre visage va être dans une façon de monter les yeux, d'aller vers l'avant pour donner quelque chose. Merci, merci beaucoup. La voix va venir là, contre le palais. La voix va jamais venir là, sauf si vous le faites de manière ironique, comme un méchant. Merci beaucoup. Ce qui est possible aussi, hein. On va pas se compliquer l'exercice trop. Mais vous allez voir que plus naturellement, dans l'immense majorité des cas, votre corps va aller vers l'avant et vers l'ouverture. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et vous allez garder cette prosodie, cette musicalité de la voix, vous allez garder cette gestuelle et vous allez remplacer les mots. Et vous allez remplacer merci beaucoup par tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Et c'est un tu m'emmerdes qui veut dire je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que là, tu es en train de me saouler. Donc je te le dis gentiment, je t'adore, mais là, tu es en train de me faire chier. Mais c'est exactement la même corporalité, la même charnalité, la même musicalité, la même intentionnalité que sur un merci beaucoup. Et donc le tu m'emmerdes ne veut pas dire je voudrais être débarrassé de ta présence parce qu'elle ne me convient pas. C'est presque le contraire. Et donc finalement, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au fait que le personnage, dans son dialogue ou dans la description, bref, dans le texte que vous écrivez, est-ce que le merci beaucoup que vous avez mis n'était pas par défaut? Parce que simplement, c'est ce qui se dit. Est-ce que vous avez utilisé des mots autour du merci beaucoup pour le colorer et le faire comprendre? Faire éventuellement comprendre qu'il est employé à contresens. Est-ce que, en admettant que vous l'ayez fait, peut-être auriez-vous dû le faire et ne l'avez-vous pas fait ou pas suffisamment?
Peut-être est-ce une erreur de le faire. Peut-être faut-il, ironiquement, ne pas utiliser les mots merci beaucoup, parce que ça aura beaucoup plus de puissance de faire de l'antiphrase volontaire. Vous imaginez la puissance de la scène entre deux personnes qui s'aiment énormément, qui sont dans une situation de tension, et l'un vient de faire un truc pour l'autre qui l'émeut énormément, et au lieu de l'en remercier, cette personne avec des trémolos dans la voix et les larmes aux yeux lui dit, putain, tu m'emmerdes, tu fais chier. Ah, tu viens de me léguer la moitié de ta fortune pour sauver mon gosse malade. Ah, putain, tu fais chier. Ça veut dire merci beaucoup, bien plus fort que les mots merci beaucoup. Et ce qui vient, ce n'est pas euh, tu exagères, c'est putain, tu fais chier. Et ça doit venir comme ça. On revient à ma réflexion sur les gros mots dans le module d'avant, qui sont un outil incroyable, comme une épice, bien dosée et avec parcimonie. Mais qu'est-ce que c'est puissant parce que ça ressemble à la vie. Parce que dans le cas d'espèce, si la scène était réellement vécue, c'est vraiment ça qui se passerait. C'est vraiment ça qui serait dit. Et là, ça commence à sonner parce que vous vous êtes autorisé à utiliser les mots comme des outils et non pas à faire génuflexion linguistique devant eux. Merci beaucoup ne veut pas dire merci beaucoup. Merci beaucoup peut vouloir dire merci beaucoup. Ça dépend ce que vous déciderez d'en faire en tant qu'écrivain. Parce que la seule chose qui va faire que le merci beaucoup veut dire merci beaucoup ou pas, c'est qui le dit, comment, dans quel contexte, comment l'amenez-vous, comment le déformez-vous, volontairement ou pas, comment le nuancez-vous, comment le défigurez-vous, comment le sublimez-vous. C'est une épice. Vous broutez du sel tout seul, vous allez être malade et vomir. Doit-on en conclure que le sel n'est pas un aliment et qu'il ne sert à rien? Ah, ce serait bizarre. C'est justement le sel qui, bien dosé, va faire ressortir le goût de tous les autres aliments. C'est comme ça qu'il doit être utilisé. Ou pas. Il peut être consommé pur sous forme de pastille quand on est dans le désert et qu'on ne veut pas se déshydrater. La métaphore vaut ce qu'elle vaut. Encore une fois, mais c'est pour vous faire passer l'idée. Du sel, ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire ça se mange ou ça se mange pas. Merci beaucoup, ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire que c'est une phrase pour remercier ou pas, parce que ça peut être les deux. Et ça va vraiment dépendre de comment vous l'utilisez, ce que vous en faites et pourquoi. Donc il faut vous libérer du carcan langagier.